Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Aujourd'hui, c'est le moment du débrief. On passe 28 minutes ensemble avec des sujets et des commentateurs que je vous présente juste après. Autour de la table aujourd'hui dans Smart Tech, Maître Itanu, Alexandra Itanu, bonjour. Bonjour Delphine. Vous êtes avocate donc chez Itanu Avocat. Henri Dagrin est également avec nous. Bonjour Henri. Bonjour Delphine. Délégué général du SIGREF. Et Philippe Legrand, président de Téléos. Bonjour. Bonjour Philippe. Delphine. Bonjour à tous les trois. Bonjour à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. On va commenter trois actualités. Le retour probable, possible, éventuel à 3 opérateurs mobiles en France. En tout cas, on va se poser la question. On va aussi parler de TikTok au Festival de Cannes. Est-ce qu'il faut arrêter tous ces partenariats? Mais on commence avec le cloud américain. Et oui, parce que ça y est, on voit tous ces big tech qui sont en train de s'organiser pour rassurer l'Europe. Alors, est-ce qu'elles vont y arriver? Pour lancer cette discussion, on convie tout de suite Yann Serra. Bonjour Yann. Bonjour Delphine. Grand reporter au MAG-IT. Alors, je voulais juste faire une petite introduction, Yann, en disant que le Financial Times lui-même s'était fait l'écho de cette tendance avec Google qui prend des mesures pour rassurer les utilisateurs du cloud de l'Union européenne face aux inquiétudes suscitées par la menace Trump. Voilà un peu pour le contexte. Les choses sont clairement dites. Qu'est-ce que vous avez noté? Parce qu'on a eu des conférences importantes avec la build de chez Microsoft. On a eu la conférence Google. Là, d'un seul coup, je pensais à Google I.O. Ça m'échappe, mais non, c'est pas la Google I.O. Google Summit. Merci, Cloud Summit. Quelles sont ces mesures qui sont censées rassurer les Européens et que prennent les big tech, Yann? Alors Delphine, pour tout vous dire, nous sommes dans une situation particulièrement ambiguë en ce moment même parce que Microsoft a fait il y a quelques jours ce que tout le monde redoutait depuis 10 ans. Sur ordre de Washington, ils ont coupé la messagerie du bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Alors j'ai un c'est pas vrai du côté de Henri Dagrin. Henri. C'est pas ce qui s'est passé. En tous les cas, quand on analyse, c'est la CPI qui a coupé, qui aurait, je reste très 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 prudent, qui aurait coupé effectivement la messagerie du procureur général, M. Khan, pour éviter que ces conversations soient utilisées par un procureur américain dans le cadre des sanctions qui frappent la CPI au titre de la plainte qui est instruite par la CPI contre le gouvernement Netanyahou, Benyamin Netanyahou, dans le cadre du conflit à Gaza. Et donc, les équipes de la CPI auraient décidé de sortir les personnes qui sont sous sanctions américaines de Microsoft pour les porter sur une messagerie, en l'occurrence je crois Proton Mail, qui n'est pas soumise aux lois extraterritoriales de l'État américain. Ça demande beaucoup de prudence avant de dire qu'effectivement c'est Microsoft qui a coupé les services. C'est parce que si c'était le cas, ça serait tout à fait contraire aux annonces qui ont été faites par Brad Smith le 30 avril à Bruxelles, où il venait voir l'Europe et il a dit « Si nous sommes mis sous tension, si l'administration Trump nous demande des restrictions d'usage sur nos produits à des entreprises américaines, nous attaquerons. » Et donc, aujourd'hui, soyons prudents. Je ne suis pas en train de porter la parole de Microsoft, je suis en train d'appeler à la prudence sur ce sujet mais au qui contraire, est absolument fondamental. C'est très bien, Henri, de faire cette mise au point, parce que c'est aussi ce que j'avais vu. Et effectivement, ça nous permet quand même de faire le lien et de continuer la conversation ensemble, Yann, avec les annonces de Brad Smith, qui a aussi rappelé qu'ils avaient eu des antécédents judiciaires où ils s'étaient opposés justement à l'administration américaine pour protéger les données européennes. Alors, Yann, je vous laisse reprendre la main sur ces sujets, ces mesures qui sont censées nous rassurer. Alors, sur ce sujet, il est vrai que c'est, donc comme je disais, c'était ambigu, parce que, effectivement, c'est totalement paradoxal qu'une semaine avant, Brad Smith ait fait une lettre ouverte aux Européens, pleine d'emphase, où il annonçait qu'il investissait énormément donc Brad Smith étant le numéro 2 de Microsoft, où ils investissaient énormément en Europe pour développer le cloud, et donc
disait bien, pour la résilience des systèmes informatiques européens, donc y compris les emails, et aussi pour, bien évidemment, la souveraineté des données, donc qui ne puissent pas être accédées par le gouvernement américain. Cette histoire donc de ces pays tombe quand même un petit peu mal. C'est pas très clair. Moi, je suis pas aussi catégorique que vous sur le fait que Ça tombe bien parce que le sujet c'est pas celui-là, donc on va pas en débattre. Je suis pas Ouais. catégorique. Voilà, on va on en n'est débattre. pas Bon. suffisamment Cela dit. expert et qualifié sur ce sujet ici autour de la table pour en dire davantage sur cette affaire. Donc moi je propose qu'on enchaîne sur vraiment On enchaîne. les mesures très spécifiques qui ont été annoncées du côté de Microsoft mais aussi de Google. Oui, alors en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ils ont concédé de revendre leur technologie à des entreprises locales. En l'occurrence, Google revend sa technologie cloud à Thales pour faire une société qui va s'appeler Sense, et Microsoft va revendre sa technologie d'Azure, donc c'est le nom de son cloud, à Orange et Capgemini pour faire une entreprise, donc un cloud local qui va s'appeler Bleu. Et donc en fait, l'idée c'est que ce sont les copies conformes à chaque fois, donc des clouds de Google Cloud ou de Azure, et c'est donc sur des data centers qui sont physiquement installés en France, de droit français, exploités par des salariés français et qui fonctionnent donc de manière étanche par rapport au cloud américain. Donc vraiment une garantie de ne pas être soumis justement à des injonctions américaines qui pourraient nuire à la souveraineté des décisions européennes. Alors effectivement, moi ça m'a frappé, c'est l'insistance, en l'occurrence c'est du côté de Microsoft en particulier, pour dire que non seulement les centres de données seraient européens, mais en plus ils seraient gérés par des personnes physiques ressortissants européens, fonctionnant selon le droit européen, avec toute une protection juridique vis-à-vis du droit américain, qui contraindrait dans tous les cas, même si, sujet que n'envisage pas directement Brad Smith, mais dit éventuellement, si on nous demandait d'accéder aux données ou de couper le service cloud américain aux Européens, eh bien, la Corp serait contrainte finalement de s'y opposer et ça pourrait aller jusque devant les tribunaux. Est-ce que vous, quand vous lisez, Maître Iteanu, ces mesures, d'un point de vue juridique, vous dites ça tient ? Alors déjà, il faut rappeler sur quel fondement est-ce que les services de renseignement américains peuvent avoir accès à des données qui sont localisées en Europe. Donc c'est notamment sur le Cloud Act et sur le FISA, qui sont deux législations américaines qui vont permettre aux services de renseignement américains de demander à un prestataire américain, même s'il a des données qui sont localisées en France, d'ouvrir, entre guillemets, leur base de données pour avoir accès à ces données. Et en fait, le prestataire n'a pas le droit de dire non. Donc la seule manière, en fait, qu'aurait Microsoft de s'opposer à ces demandes, c'est de ne pas avoir techniquement la possibilité d'ouvrir cette base de données. Est-ce que c'est le cas dans ces offres-là ? Je ne sais pas, mais il faudrait regarder du côté de la technique, parce qu'à partir du moment où Microsoft a la possibilité... Il pourrait quand même y avoir une opposition qui se joue devant les tribunaux. Le Cloud Act et le FISA sont des lois extraterritoriales, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent au-delà des États-Unis, et c'est justement, on parle de souveraineté numérique de l'Europe, mais c'est la souveraineté numérique des États-Unis là qui est en jeu. Tant que ces lois-là existent... C'est indépendance contre... Exactement, totalement. Tant que ces lois-là existent, malheureusement, si on ne met pas des mesures techniques pour empêcher physiquement Microsoft de donner accès à ces données, Microsoft n'a aucune base juridique pour l'interdire. En fait. Alors, avant de vous donner la parole, Henri, je voulais justement sur la partie technique, Yann, vous interroger là-dessus. Quand on entend ces big tech nous dire, finalement, les données, vous avez les clés déjà de chiffrement. Ces données, elles sont chiffrées, vous avez les clés. Alors, il y a deux choses. Il y a alors en fait d'une manière globale ces acteurs du cloud européen promettent effectivement de chiffrer les données et donc de les chiffrer. Alors on ne sait pas si c'est pas un peu indéchiffrable ou s'ils n'ont pas les clés quelque part. Enfin bon, c'est pas très clair. En revanche, ce qui se passe, c'est en France particulièrement. Et c'est différent du reste de l'Europe. Il y a des clouds qui sont eux qui sont validés par quelque chose qui s'appelle le Secnum Cloud, qui est une validation que, à l'heure actuelle, Bleu et Sense n'ont pas encore. Ils sont toujours en attente d'avoir cette validation. Et cette validation
garantit l'étanchéité technique des clouds qui sont européens, donc censés être souverains, par rapport à leur modèle original aux États-Unis. C'est-à-dire que concrètement, au-delà donc de la législation qui fait qu'il n'y a que des salariés français qui ne sont pas soumis à aucune pression américaine de quelque sorte que ce soit, a priori, en fait, les données elles-mêmes ne sont même pas en réseau avec les clouds d'origine et donc ne peuvent même pas, par exemple, télécharger des règles qui font que ça va exfiltrer les données vers les Américains. Voilà, a priori, le label SecNumCloud devrait garantir cela, devrait le garantir de manière officielle, mais sinon, normalement, c'est fait par défaut. C'est-à-dire qu'en fait, quand les Américains nous disent qu'ils installent des clouds souverains en Europe, c'est selon ces règles-là, c'est-à-dire qu'en fait, ils nous promettent que ce sera étanche techniquement. Voilà. Henri. D'abord, il faut ne pas, il y a une confusion qui est entretenue entre le Cloud Act, qui d'ailleurs, cloud, ça ne veut pas dire nuage, ça veut dire, c'est un acronyme qui veut dire Clarify Lawful Overseas Use of Data. Hein, ça veut dire que c'est une procédure qui est utilisée pour dire que la justice américaine, quand elle enquête sur un étranger, dès lors que les données sont portées par une entreprise américaine à l'extérieur des États-Unis, eh bien, la justice européenne peut y avoir accès. Ça, c'est la justice américaine peut y avoir accès. Dans le cadre d'une procédure judiciaire et donc publique. Oui, FISA, c'est vraiment le renseignement. En revanche, FISA, c'est tout à fait autre chose. La section 702 du Foreign Intelligence Surveillance Act, c'est un texte américain qui date de 1972, qui régule la façon dont les agences de renseignement américaines ont accès aux données des non-US personnes, que ce soit d'ailleurs des personnes physiques ou morales, de manière massive, a priori sans mandat judiciaire, de manière donc légale, mais secrète. Et donc, quand on vous parle, quand ces entreprises, que ce soit Google, que ce soit AWS ou que ce soit Microsoft, quand ils vous disent « on attaquera », ils parlent du Cloud Act. Ils ne parlent jamais du FISA. Parce que le FISA, ça doit rester secret. Et s'ils révèlent qu'il y a une saisine, une sollicitation de ces entreprises dans le cadre du FISA, ils sont soumis à un régime pénal. Oui. C'est du pénal. Oui, parce que là, on parle du renseignement, donc on est vraiment sur... Et en sur... plus, les gens qui vous disent que ça n'arrive pas, ce sont des gens qui ne sont pas habilités et qui n'ont pas le besoin d'en connaître. Sur le chiffrement, je vous ai vu réagir. Sur le chiffrement, ce que l'on sait chiffrer, c'est les données qui sont en transit, les données qui sont stockées. On ne peut pas calculer des données dans ce qu'on appelle du SaaS, du Software as a Service, puisque lorsque la donnée monte dans la CPU, elle est systématiquement en clair. Alors après, on vous raconte, oui, mais avec le confidential computing, on sait faire des bastions. C'est vrai pour se prémunir des attaques. Des attaques, donc des accès illégitimes. Mais dès lors que l'accès est légitime, légal, au titre notamment de la section 702 du FISA, eh bien, la société doit vous donner l'administration qui permet d'accéder à ces données qui sont en clair. Et que vous ayez les clés ou pas les clés. Eh bien, ça, c'est clair. Eh bien, c'est clair. Oui. Non, mais c'est ça. Je pense que la réponse qui est apportée, en théorie, elle donne l'impression d'apporter tous les gages, mais finalement, il faut bien savoir si on est dans une situation de marque blanche, ou bleu, finalement, c'est une marque blanche de Azure, simplement déléguée ou en tout cas reproduite en France, ou si vraiment on est sur une délégation et une production de gestion, une délégation de gestion et une production, un peu comme le principe de l'OEM, où là, il y a une vraie maîtrise technologique qui serait donnée, conférée donc à Orange notamment sur bleu. Et la question, elle est totalement là, et ça résume un peu ce qu'on a dit à l'instant. Absolument. Et puis il y a le sujet de la résilience aussi. Donc il y aura des copies de sauvegarde du code qui seront déposées en Suisse de manière sécurisée pour garantir comme ça aux Européens de pouvoir avoir une continuité de service si jamais quelqu'un appuyait sur un bouton pour que ça s'arrête. On en est là dans la situation aujourd'hui dans le cloud. Attends, je voulais faire réagir Yann. Oui, alors en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que dans tous les cas, de toute façon, dans ce genre de technologie, le revendeur, donc, et
particulièrement Thales, qui est habitué à ce genre de choses, en fait, possède le code source, a accès au code source, ne serait-ce que pour vérifier. Thales le fait systématiquement pour tout ce qui est armement, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont les codes sources de tous les produits qu'ils achètent chez un tiers pour vérifier qu'il n'y a pas de backdoor dedans. Donc, de toute façon, ils ont les codes sources. Après, ces codes sources, c'est uniquement pour vérifier. Et puis, il y en a beaucoup de technologies dans le cloud. Il est pas vraiment envisagé, par exemple, imaginons qu'il y a un conflit entre les États-Unis et l'Europe, que Thales ou que Orange soient à même à partir des codes sources dont ils disposent, pouvoir à faire évoluer le cloud. Donc voilà, ils ont les codes sources pour pouvoir vérifier ce qu'il y a dedans, mais c'est pas quelque chose qui va leur permettre de fabriquer un cloud, un fork, comme on dit en général dans les codes open source. Alors, Henri bondit encore sur son siège. Mais c'est pas grave. Hein. On a entendu sur l'accord Google-Thales qu'effectivement, Google avait fourni le code source. Vous n'avez pas entendu ça, vous ? Non. Non. Bon, très bien. Alors, je voulais aussi faire réagir notre avocate en plateau sur l'histoire de créer un bouclier aussi autour des données. Donc, qu'est-ce que nous dit Microsoft ? On a achevé la mise en œuvre de notre projet pour une frontière européenne des données. Ils appellent ça le EU Data Boundary. C'est un projet qui permet aux Européens de stocker et traiter leurs données en Europe. Et justement, ça pose la question, est-ce que ces frontières sont possiblement étanches au renseignement américain ou à la loi FISA? La réponse est non. Encore une fois, tant que ces lois existent, on aura beau mettre en place, c'est comme le Data Privacy Framework dont on parle aujourd'hui, qui va sûrement être annulé pour la 3e fois quand même, justement parce que tant que ces lois sont en place, en réalité, on peut avoir tous les engagements possibles et imaginables de ces prestataires de services. Ça ne dépendra pas d'eux. Ça va dépendre de l'État des États-Unis, ça va dépendre des services de renseignement. Donc tous ces engagements-là, tous ces accords, etc., ça ne marchera pas tant que ces lois seront en place, en tout cas. Est-ce que vous avez, vous, l'impression, Yann, sur le terrain, quand vous allez rencontrer les grandes entreprises qui sont habituées à travailler avec ces clouders américains, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, ça les préoccupe vraiment ? Je ne veux pas parler uniquement dans le secteur sensible de la défense, mais de manière générale, est-ce qu'il y a une vraie préoccupation sur le sujet de la dépendance aux technologies américaines ? Bon, alors, il est vrai qu'on fait plus de brouhaha autour de ces questions que véritablement, il y a de préoccupations chez les entreprises. C'est plus réglementaire qu'une véritable nécessité. Non, ce qu'on voit surtout chez les entreprises, c'est que c'est peut-être le modèle du cloud qui commence à être remis en question. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce modèle du cloud, surtout avec l'IA, alors l'IA, vous allez avoir une grosse quantité de données que vous allez devoir exporter dans le cloud, que vous allez vouloir récupérer, que vous allez vouloir exploiter. Et en fait, on se rend compte que le cloud, finalement, c'est un modèle où vous payez à l'usage. Mais alors, il est très très compliqué de pouvoir se projeter sur les coûts en fait du cloud. Donc de plus en plus, et surtout à la faveur de l'IA, on voit une volonté de retourner peut-être à ce qu'on appelle des clouds privés. Donc en fait, où finalement, plutôt que de payer à chaque fois qu'on se sert de quelque chose, on paye plutôt pour même si c'est à la location, mais pour quelque chose qu'on possède. Donc voilà, c'est plutôt le modèle même du cloud public qui est un petit peu remis en question. Et là, ça concerne pas que les Américains, ça va concerner et aussi les entreprises françaises. Et juste pour dire que justement, dans tout ce qui est Secnum Cloud, ça ne sera que du cloud privé, donc ce ne sera pas du cloud public. Donc en fait, ce sont des infrastructures où les entreprises pourront beaucoup mieux se projeter sur les coûts annuels ou à plus long terme. Ouais, c'est un autre sujet effectivement qui rebat les cartes. Merci beaucoup Yann Serra d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes grand reporter au MagIT. Merci encore. On enchaîne sur notre autre sujet, un retour probable, possible, éventuel, souhaitable ou pas, à 3 opérateurs mobiles en France. En tout cas, c'est plus qu'une rumeur, puisque quand même, on commence à avoir des indications sérieuses de discussion entre les opérateurs pour se répartir ce qui serait la revente du réseau mobile SFR. Comment vous voyez les choses ? Vous êtes un expert des télécoms, Philippe, je dois le rappeler. Ça fait
plusieurs fois maintenant qu'on parle de cette histoire de consolidation du marché mobile avec un retour à 3 opérateurs. Là, on serait proche vraiment ? Je ne suis pas sûr qu'on soit proche. Il faut déjà resituer un peu le contexte. Le contexte, c'est la restructuration de la dette de SFR, qui passe de 25 milliards à 16 milliards par un échange d'actions avec les créanciers, d'où la procédure en cours qui va arriver jusqu'à la fin du mois de septembre, parce que tous les créanciers n'étant pas d'accord, il faut rentrer dans un mécanisme de procédure dit de sauvegarde pour que fin septembre, cette affaire soit réglée sur la dette. Et évidemment, ça pose la question pour les actionnaires de SFR de la valorisation de ce groupe. Oui. Ces questions génèrent des appétences. On parle de 20, 30 milliards. On parle, oui, alors plus on est du côté des vendeurs, plus on parle de gros chiffres. Les acheteurs, évidemment, ont une vision un peu différente, mais oui, c'est dans ces eaux-là. Okay. Mais je voudrais dire, pour répondre à la question, je ne suis pas sûr que ça soit immédiat, pour 2 raisons. D'abord, il y a ces discussions qui pourraient aller rapidement si... il devait y avoir une vente, et puis après, il y aurait aussi les questions du droit de la concurrence, et on sait qu'on est sur une procédure de 2 ans. Donc on sait une chose, c'est que dans le marché des télécoms, ça ne bougera pas avant 2028. Voilà, ça c'est une certitude. Du fait de tous ces délais inhérents au droit de la concurrence, ça prend beaucoup de temps. Alors maintenant, est-ce que ça serait une opportunité et comment ça pourrait se terminer ? Oui, pour le marché des télécoms, évidemment, une consolidation pour avoir moins d'opérateurs, améliorer la santé des opérateurs. On sait que c'est un domaine qui nécessite beaucoup d'investissements. On en a besoin encore et encore. Et ça solidifierait ce socle français qui s'exporte beaucoup. On a quand même 2 opérateurs français dans le top 5 des opérateurs européens. Maintenant, quelle serait l'issue d'un projet de rachat ? Elle ne sera pas forcément ce qu'on imagine. Rappelez-vous Jardiland. Jardiland, c'était la vente de Bouygues en 2018. À la fin, alors ça a été abandonné pour raison d'autorité de la concurrence qui n'a pas donné son accord. À la fin, Bouygues était en vente et c'est Martin Bouygues qui rentrait au capital d'Orange. C'était ça l'histoire. Donc une histoire où SFR serait en vente et serait désossé au profit de ses concurrents, pourrait se terminer totalement différemment. SFR, c'est une belle boîte qui fait 10 milliards et 3 milliards d'EBITDA chaque année. Par rapport à un ça Bouygues. reste le numéro 2 très solide derrière Orange, quand même, dans le secteur qui en plus, du mobile. ces derniers mois, est plutôt dans une... Il reprend un petit peu de couleur. C'est une entreprise industrielle qui est là depuis tellement longtemps, c'est le numéro 2 français. On ne sait pas comment l'histoire se terminerait et à la fin, qui mangerait qui. Maintenant, qu'il y ait des discussions, je trouve ça très simple pour le marché. Mais même plus, est-ce qu'on risque une hausse des prix aussi ? Moi, je me posais la question. On a des prix, on les paye de toute façon. D'une façon ou d'une autre, le consommateur finit par payer les prix. Donc, on est parmi les plus bas des pays occidentaux. On est le 3e pays le plus bas d'Europe. Ouais. Donc on a des prix, je pense, trop bas. Alors là, en tant qu'industriel, je préfère une économie stable. Vous savez, on parle au sommet de la pyramide de l'industrie des télécoms. Si un opérateur là-haut, si Orange tous, c'est toute la filière qui est malade. Donc on a intérêt à avoir une économie saine et de payer le juste prix. Aujourd'hui, avec les pratiques auxquelles nous faisons face... On a vu quand même que l'arrivée du 4e opérateur, ça avait fait chuter les prix, ça avait été quand même au bénéfice du consommateur. En fait, ça les a stabilisés. Sur le moment, quand on a vu les forfaits à 2 € sortir, oui. Henri, ça fait plus que stabilisé. Ça a été une chute vertigineuse. Oui, mais on le paye indirectement. Donc moi, je ne suis pas forcément favorable. Je préfère payer le juste prix et partout pareil en Europe. Et puis derrière, ne pas avoir les effets retors. Je vais prendre un exemple. Parce qu'aujourd'hui, on est menacé aussi par les GAFAM sur ce secteur des télécoms. Exactement. Du coup, il y a une déperdition de la valeur qui va au profit des GAFAM. Il faut savoir qu'ils contribuent à 60% de l'occupation des réseaux qui sont payés par l'économie des opérateurs. Et je voudrais insister sur un point, c'est que sur le marché du B2B, le potentiel est gigantesque, car la France est vraiment très mal classée. On est 20e sur 27 en Europe dans la diffusion du numérique dans nos entreprises. C'est un levier de compétitivité. On le paye comme ça. Et donc, il faut stabiliser ce marché, une réduction à 3 opérateurs. Moi, j'y suis favorable, à condition, bien entendu, qu'elle soit bien encadrée. Et alors, qu'est-ce qui dit le droit à la concurrence, là, en Europe ? Alors déjà, sur le droit à la consommation, c'est légal, parce qu'on peut se demander, est-ce que notre opérateur peut du jour au lendemain augmenter nos tarifs comme ça ? Donc, le Code de la consommation l'admet. Alors, il faudra une notification 1 mois avant, et le consommateur aura 4 mois pour résilier son abonnement s'il n'est pas d'accord avec ce prix. Il faut quand même... s'il reste 3 opérateurs... Oui, le choix sera réduit. Ouais. Et effectivement, quand on parle... ça va être l'autorité de la concurrence
ou la Commission européenne, si c'est des montants très élevés, qui vont avoir affaire à ces histoires de revente, etc. Et donc, ça peut prendre du temps pour ça aussi, justement, pour des questions de monopole. Mais il y a une doctrine qui est en train de changer, non, au niveau européen, quand même, là-dessus, sur les consolidations. Non, on a 100 opérateurs. Aujourd'hui, en Europe, il y en a 3 aux États-Unis. Voilà. Il faut savoir que justement, les chiffres sont intéressants. Un opérateur, la taille moyenne d'un opérateur en Europe, c'est 5 millions d'abonnés. Ah oui. Aux États-Unis, c'est plus de 100. Et en Chine, c'est près de 500. Et donc derrière, ça dit tout de la capacité d'investissement, d'innovation de ces opérateurs. Et par ailleurs, il faut savoir qu'en plus, ces opérateurs en Europe, c'est parmi l'une des activités industrielles les plus taxées, avec des taxes dérogatoires du régime commun pour cette industrie. Donc là, il y a quand même une des industries les plus régulées, les plus taxées, et ainsi de suite. Moi, je trouve quand même qu'on pourrait peut-être un petit peu détendre les tensions. Bon, et d'ailleurs, lors de la Rodière à l'ARCEP, ne s'est pas montré opposé non plus. Oui, c'est déjà un très bon signe. Ouais. Oui, effectivement, 1,5 milliard de taxes spécifiques sur le secteur des télécoms, en plus des autres taxes. Et n'oublions pas qu'on a un enjeu aussi de compétitivité européenne. Des opérateurs français dans le top 5 européen. Une consolidation européenne inévitable. On peut jouer un rôle majeur, passer de 4 à 3, peu importe qui mange qui. Parce que, encore une fois, c'est pas forcément SFR qui va se faire manger. Les prophètes qui ont tendance à répéter ça ne devraient pas trop s'approcher des champignons. Faut y aller mollo. Mais je pense sincèrement qu'on a un vrai coup industriel à jouer en Europe du fait de l'excellence de la filière française et de la capacité de 2 au moins des opérateurs à aujourd'hui rayonner en Europe et dans le monde. Donc, au contraire, il faut y aller. Ouais. Allez, dernier sujet. Bon, on n'a plus que 2 minutes, tous ensemble. Sur TikTok au Festival de Cannes, est-ce qu'il faut arrêter ce partenariat ? C'est la députée Laure Miller, rapporteure de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, qui a interpellé la présidente du Festival de Cannes. Ça lui a choqué, en fait, la présence de ce logo, là, derrière les stars qui montent le tapis rouge. Elle dit non, c'est pas possible, on peut plus faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Très rapidement, votre avis à chacun. Alexandra. Moi, je pense que TikTok est dans le viseur depuis longtemps. D'ailleurs, juste un point de droit, la Commission européenne a sorti un avis préliminaire sur TikTok le 15 mai 2025 sur le fait qu'il n'était pas justement à jour par rapport au DSA, règlement sur Digital Services Act. Et il y a une procédure qui a été ouverte en 2024, notamment sur les effets de TikTok sur les mineurs, qui est toujours en cours. Et qui va tomber, apparemment, enfin, je pense, dans les mois qui arrivent, et qui, je pense, peuvent faire mal, qui peuvent taxer TikTok jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires, qui peuvent même jusqu'à aller arrêter un service. On l'a vu avec TikTok Lite il n'y a pas longtemps. Donc voilà, TikTok est quand même dans le viseur de la Commission européenne. C'est pas un partenaire facile, en tout cas. TikTok au Festival de Cannes, mais franchement, c'est un très bel oxymore. C'est un peu comme la gastronomie, McDonald's. On élève la culture, là. On a pris des dimensions incroyables. Je ne comprends pas comment on peut vendre son âme à ce point. Quand on défend un modèle de culture française, une exception culturelle française, comment on peut se travestir et admettre des choses comme celle-là. Il n'y a pas de régulation, il y a des effets extrêmement pervers, on a effectivement des dépendances. Enfin, il y a tous les éléments pour que, peut-être, dans une certaine acception de la vision culturelle française, on aurait pu trouver peut-être un autre sponsor pour ce festival. Allez, 30 secondes, Henri. Je vais être assez radical. Il faut interdire TikTok en Europe. Ok. TikTok, c'est une arme de destruction massive contre l'Occident qui est à la main de la Chine. C'est un enjeu de santé publique, et notamment pour les plus jeunes. C'est un enjeu de salubrité démocratique. Et donc, c'est un enjeu sur les finalités de la culture et de la vie démocratique des sociétés occidentales. Voilà, et donc, puis après... si j'y suis... Parce que, en non, plus, mais alors en là, Chine, c'était radical, c'était rapide, c'était très bien. En Chine, en plus, ils n'ont pas le même TikTok. Donc, faisons comme la Chine. Interdisons TikTok. Voilà. Et si on veut réfléchir à des nouveaux formats vidéo pour le Festival de Cannes, on peut essayer de trouver des partenaires technologiques français différents. Voilà. Merci à tous. Philippe Legrand était avec nous, Henri Dagrin et Maître Ité Anu. Merci encore.